Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos en forma especial con dos invitados de lujo. El profesor Akli Ahmadi, químico farmacéutico, experto en física médica, el uso de la radiación en la medicina. Y también estamos con Jorge Sumarán, ingeniero civil al inicio y ahora acupunturista. ¿Se dice así, Jorge? Sí. Vamos a conversar en primer lugar con el doctor Akli Ahmadi. Es francés, de modo que voy a tratar de hablar un poco en francés. Y el traductor va a ser mi amigo Jorge Sumarán. Después conversaremos con él para que nos cuente. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Frustrado, en realidad no terminó. De eso hablaremos. Pero ahora ha enseñado en varias universidades de Francia y ahora está aquí con nosotros. Va a ser en este momento el rol de traductor. Después conversemos con él sobre su vida y sus milagros. Monsieur el profesor Akli Ahmadi, bienvenido au Perú. Merci pour votre invitation. Gracias por la invitación. Et la physique, normalement, on a l'idée que la physique, c'est une question de particules, de noyaux, mais c'est aussi la santé. La física es una cuestión de partículas, de núcleos, de átomos, pero también una cuestión de salud. Dans ce sens-là, professeur Akli Ahmadi, comment est-ce que vous êtes devenu un expert en cuestiones radiológicas si vous êtes chimiste? ¿Cómo ha llegado usted a ser experto en radiología si usted es químico? Oui, effectivement, donc de la chimie, je suis passé donc à une expertise dans le domaine des rayonnements ionisants, tout simplement parce que dans le domaine donc de la santé, on utilise des molécules marquées avec des atomes radioactifs. Yo pasé de la química a la radiación ionizada porque en esta técnica se utilizan partículas. Et maintenant, vous êtes donc responsable au commissariat à l'énergie atomique sur l'application de la radioactivité, la radiación, pour la thérapie, aussi pour la protección radiológica. Usted es actualmente miembro de la Comisión de Energía Atómica para la aplicación de la radioactivité à la médecine. Para la aplicación de la radioactividad a la medicina. Mais il y a des problèmes parfois parce que les physiciens et les médecins appliquent d'une façon pas très correcte ces radioactivités et en ce sens-là il y a des risques. Quels sont les risques si on utilise mal la radioactivité? Pero a veces hay problemas porque los médicos o los físicos no aplican correctamente la radioactividad y puede ocasionar algunos problemas. ¿Cuáles son los riesgos que se producen en ese plano? Alors tout d'abord, il faut indiquer que la radioactivité peut être utilisée soit pour le diagnostic, pour obtenir des images, soit pour la thérapie. La radioactividad, hay que señalarlo, se utiliza tanto para el diagnóstico como para el tratamiento terapéutico. Dans ces deux cas, effectivement, il faut, comme souvent, le danger, c'est une histoire de dose. Donc il faut utiliser la bonne radioactivité, la bonne dose, pour ne pas irradier évidemment le patient. El problema se sitúa a nivel de dosis, por lo tanto es a ese nivel que hay que trabajar para evitar problemas con los pacientes. Si l'on prend par exemple le cas de la radiothérapie, utiliser les rayonnements ionisants pour détruire les cellules tumorales, il faut utiliser la bonne dose pour tuer les cellules tumorales, sans toucher les cellules non tumorales. Mais cela étant, il faut utiliser une dose suffisante pour tuer les cellules tumorales. Donc pas trop, mais pas trop peu non plus également. Trouver juste la bonne mesure. Por ejemplo, en el caso de la utilización de la radioterapia, hay que encontrar la buena dosis, ni demasiado ni muy poco, para poder matar las células cancerosas, las células tumorales, sin afectar la parte sana.
Il y a des risques de cancer si on se irradie trop. Pour le diagnostic, je vais faire une radiographie de thorax, je peux sortir avec une probabilité de cancer. ¿Hay algún peligro en el diagnóstico de utilización de una técnica de irradiación? Por ejemplo, si voy a hacerme un examen radiológico, ¿hay algún riesgo que pueda producir un problema de cáncer? Alors justement, le rôle des professionnels de santé et en particulier des radiophysiciens, donc qui sont donc ces ingénieurs qui vont calculer la bonne dose, c'est justement pour éviter que cette dose soit trop importante pour engendrer des effets secondaires. Precisamente el rol de los técnicos, de los especialistas en términos de radiación es dar la buena dosis, ajustar la buena dosis para evitar que se produzca cualquier tipo de problema con los pacientes. Mais je me rappelle qu'au Canada, il y a longtemps que j'ai lu qu'il y a des filles et des dames qui vont se faire des mammographies et les cas de cancer, au lieu de diminuer, ont augmenté au Canada. C'est un rapport ancien. Vous connaissez quelque chose par rapport à ça? Yo he leído en este tema que en Canadá algunas mujeres que han ido a hacerse exámenes, han ido a hacerse mamografías, en lugar de resolver el problema, lo han agravado. Oui, en effet, si effectivement la dose n'est pas suffisamment calibrée, qui plus est s'il y a des erreurs humaines, bien évidemment on peut avoir des effets secondaires. C'est la raison pour laquelle le rôle du radiophysicien est extrêmement important, justement pour éviter des surdoses. Efectivamente, si la dosis que se utiliza es excesiva, el problema se puede agravar, puede haber efectos secundarios. Justamente el rol del especialista es dar la buena dosis para evitar esos efectos secundarios. Comment en France, l'État s'assure, nous donne la sécurité que les physiciens qui travaillent à l'hôpital ou les médecins sont bien préparés pour apliquer la radioactivité, la radiación aux patients? ¿Cuál es la garantía que se da en Francia para que los especialistas que aplican estas técnicas eviten los efectos secundarios? Alors, tout d'abord à travers la formation, mais aussi à travers la réglementation, de façon à imposer dans un service de radiothérapie la présence d'un radiophysicien qui sera à même de faire tous ces contrôles. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui permet de mettre en place ce dispositif de sécurité. En primer lugar, a partir de la formación y luego con la presencia de un especialista en radioactividad, en radiación, para que se pueda controlar la aplicación correcta de esta técnica. Mais l'État donc donne une autorisation, un certificat, comment ça se passe de façon réglementaire? El Estado da entonces una certificación para este tipo de actividad. ¿Cómo sucede esto en Francia? Au niveau réglementaire, donc, il existe un arrêté qui indique la nature de la formation, quel doit être le cursus universitaire de ces professionnels. Et ensuite, bien évidemment, il y a tout un dispositif qui permet à l'obtention du diplôme d'avoir un agrément pour pouvoir ensuite travailler dans l'hôpital avec ce diplôme. Je peux être... Sí. Existe una reglamentación que fija el currículum de la formación y también al final de la formación el Estado da una certificación, un certificado que permite asegurarse que la persona está capacitada para practicar este tipo de actividad. Je peux avoir le diplôme de master ou de docteur en physique médicale, mais quand même, pour pouvoir travailler, combien de temps il faut se préparer pour avoir ce certificat en France? Yo puedo tener el certificado, pero ¿cuánto tiempo hay que prepararse para poder realizar la práctica? Après le doctorat en physique. Después de la formación de doctorado, por ejemplo, en física. Alors le cursus c'est pas tellement un doctorat en physique. L'étudiant qui a obtenu en France en tout cas, c'est le dispositif qui est mis en place.
Après un master de physique médicale, l'étudiant doit avoir une formation spécialisée en physique médicale qui dure environ 2 ans. Donc, ça fait une formation après le bac qui est environ de 7 ans à peu près. Eso es sí. No es un nivel de doctorado. Después del bachillerato son 2 años de formación. Después de la maestría. Baccalauréat. Después de la maestría. Oui, après le baccalauréat. Non, 5 ans. 5 ans. Son 7 años de estudio después del bachillerato, que son los estudios que no existen aquí, intermedios entre la secundaria y la universidad. Después de esos 2 años de estudio de bachillerato, se llevan a cabo 7 años en el cual se da un certificado de asistencia medical en el plano de la radiación. Son de cette formation de 2 ans que vous donnez, qui est en charge? C'est l'université ou qui donne le certificat? Qui donne le certificat? ¿Quién es el que da el certificado? Donc les étudiants, quand ils ont terminé leur master, qui est donc à 5 ans après le bac, ils passent un concours et entrent dans notre institut. Ensuite, pendant une formation qui dure 2 ans, notre institut délivre ce diplôme qui est enregistré au niveau donc, du ministère, permettant à ce professionnel de travailler dans l'hôpital. Donc c'est notre institut qui, à travers un arrêté ministériel, délivre cette habilitation. La formación, que son 5 años para obtener el máster y luego los 2 años de especialización en este campo, da un certificado de los 2 años de estudio de especialidad por mi institución para que la persona pueda practicar con la certificación del Estado. Donc ce dispositif, en fin de compte, c'est un dispositif européen. En France, on applique le dispositif appliqué d'une façon générale au niveau de l'Europe. Donc au total, environ 7 ans de formation après le bac. Esta formación que se realiza es una formación que se da dentro de las normas europeas y son 7 años después del bachillerato. Amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia, estamos con Akli Ahmadi, doctor, viene de Francia, de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Estamos con Jorge Sumarán, que también viene de Francia. Y el tema que quería ahora preguntar es un poco lo que nos conversaba Alba, Málaga. Antes había el doctorado de tercer ciclo, el doctorado de Estado, que uno le permitía enseñar a la universidad, etc. Ahora, en Francia, ha habido un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Il y a déjà quelques années, il y avait en France 2 types de doctorats, le doctorat de 3e cycle et le doctorat d'État. C'est des diplômes qui permettaient d'enseigner à l'université. Actuellement, il y a eu un changement. Quel est ce changement? Alors le changement, c'est qu'il n'existe plus ce doctorat d'État. Maintenant, on a un doctorat tout simplement qui est après le master, 3 à 4 ans d'études qui permettent d'obtenir un doctorat. Et après, pour enseigner à la faculté, si quelqu'un a le doctorat d'État, à quoi ça sert? Oui, la réponse était qu'il n'y a plus de 2 doctorats, mais un seul qui permet d'enseigner à l'université. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après le doctorat actuel ne permet pas d'enseigner à l'université. Il faut faire encore autre chose. Oui, il y a actuellement, donc après le doctorat, qui dure donc en moyenne 3 ans après le master, on doit faire une habilitation à diriger des recherches. Donc après le doctorat, on a une activité de recherche et on fait un postdoc. Et ensuite, on peut ensuite à l'université déposer un dossier pour avoir une habilitation à diriger des recherches, qui est l'équivalent de l'ancien doctorat d'État. Il faut faire un travail après le doctorat. Español. Hay que hacer un trabajo después del doctorado que tiene que ser certificado por el Estado y es lo que permite enseñar en la universidad. Este nivel es equivalente al antiguo doctorado de Estado.
Très bien, donc on a compris plus ou moins ces complications françaises. On ne va pas parler de polytechnique, d'école d'ingénieurs, parce que c'est déjà trop compliqué. Bueno, se ha entendido más o menos esta situación de la enseñanza en Francia en términos de diplomas, bastante complicada, es una especificidad francesa. On revient au problème qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'en France, il y a eu d'accidents dans les hôpitaux pour l'application de la radiación? Regresando al tema que estábamos tratando, ¿ha habido en Francia algún accidente con respecto a la radiación? Oui, il y a eu par le passé, dans les années 90, des accidents, en particulier dans le domaine de la radiothérapie, où en particulier il y a eu un accident qu'on appelle l'accident d'Épinal, qui est un hôpital, une ville, c'était dans les années 90, où une dose assez importante a été délivrée à un certain nombre de patients. Sí, efectivamente ha habido accidentes, en particular en los años 90 en el hospital de Épinal hubo una sobredosis con que fueron irradiados algunos pacientes. Et qui a, comme parfois on a un accident, on ne se rend pas compte en fait, et comment est-ce que quelqu'un a dénoncé sûrement pour savoir, parce que dans certains pays, les gens sont trop irradiés, mais ça se passe d'une façon, disons, sans conséquences médiatiques. Oui. ¿Cómo sucedió esta situación? ¿Cómo fue conocida esta situación? Seguramente ha habido alguna denuncia, porque en otros países estas situaciones pueden quedar ocultas sin que dé lugar a un tratamiento público. Le plus souvent, ce sont malheureusement les patients qui subissent ces accidents, qui déclarent effectivement donc des brûlures ou d'autres, voire même il y a eu par le passé des patients qui sont morts, et ce qui a obligé bien évidemment l'État à mettre en place un dispositif pour comprendre comment ces décès ou comment ces états graves se sont produits. Donc, sí. Son los pacientes mismos que han manifestado este problema, sobre todo las quemaduras, e inclusive en algunos casos ha habido mortalidad. En ese caso, entonces, el Estado interviene para saber cómo se ha producido el problema. Bien, donc c'est un problème très sérieux. Au Pérou, on a l'Institut de Cancer, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, on a des laboratoires et des hôpitaux de la sécurité sociale, et l'institution qui donne le permis pour travailler avec la radioactivité, c'est l'Institut péruvien à l'énergie atomique, et vous êtes venu pour plus ou moins échanger des expériences sur ce thème. Donc, vous commencez aujourd'hui votre premier jour, j'espère qu'on va faire beaucoup de conférences. Es un problema complejo. En el Perú existe el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, también los hospitales de la Seguridad Social, del Seguro Social, que manejan cuestiones radioactivas, y el que controla es el Instituto de la Energía Atómica. Usted ha venido precisamente para establecer una cooperación con estas organizaciones y con Francia, así que ahora se va a comenzar esta actividad. Quelle est votre idée, avec quelle idée vous venez du Pérou? ¿Con qué idea del Perú viene usted? Je viens pour partager un peu l'expérience que l'on a en France. Tout à l'heure, on a parlé des accidents. Donc, il faut savoir que dans les années 2007, le ministre, à l'époque, Madame Roselyne Bachelot, a mis en place un dispositif justement pour éviter que cela se reproduise. Donc, pour renforcer la formation, pour renforcer le système qualité. Donc, partager avec vous un peu toute cette expérience. En el año 2007 hubo algunos problemas justamente con la radiación en Francia, y el Ministerio de Salud tomó algunas medidas y se estableció un protocolo para que no se vuelva a producir. Es precisamente ese tipo de experiencia el que nosotros queremos compartir con el Perú. Très bien, donc on a beaucoup de travail, mais parlons d'autre chose. Les puissances, maintenant, ils attirent des cerveaux, des talents
Vous-même, vous êtes pas d'origine française, vous êtes d'Algérie. Comment vous a pris quelle est la façon d'attraction qu'il y a la France pour vous, pour les autres jeunes talents du monde sous-développé, disons. Ahora hablemos de la cuestión de la Casa de Talentos. Usted mismo, que está en Francia, es de origen argelino. ¿Cómo ha sentido usted o cuál es el elemento de atracción de Francia para este tipo de personas que realizan sus actividades talentosas? Oui, la force d'attraction, en France, c'est vrai qu'il y a une forte tradition scientifique, déjà dans le domaine médical, puisqu'il y a énormément de savoir-faire, tant au niveau des cerveaux que de la technologie. Et puis aussi en France, dans le domaine du nucléaire, mais le nucléaire de la santé, il y a toute une tradition avec Marie Curie, Pierre et Marie Curie, avec Frédéric Joliot-Curie, bref, tous ces hauts personnages qui ont marqué un peu le monde dans le domaine du nucléaire d'une façon générale. La atracción en Francia viene por su gran experiencia y su práctica en el plano de la energía atómica y de la salud. Ahí ha habido grandes personalidades, grandes científicos como los esposos Marie Curie. Los esposos Curie. Y otras personalidades que han desarrollado este campo de una manera muy intensa, y eso es justamente lo que constituye la atracción y lo que Francia puede poner a disposición de las personas que van a estudiar ahí. Orsay est très spécial pour la question nucléaire près de la Commission d'énergie atomique, mais là aussi à l'Institut de physique nucléaire, créé par Frédéric Joliot-Curie, qui était le premier président de la commission. Donc c'est un endroit un petit peu mythique pour les physiciens nucléaires et pour les chimistes nucléaires. Vous avez senti quelque chose de spécial en marchant par les mêmes schémas que ces grands personnages de la science? El instituto que está en la Universidad de Orsay fue precisamente creado por Joliot-Curie, y eso es una gran tradición. ¿Usted ha sentido una emoción especial al caminar por esos campos donde este gran personaje tuvo su actividad? Oui, de par le passé, Frédéric Joliot-Curie, mais d'autres aussi grands scientifiques dans le domaine du nucléaire ont marqué un peu l'histoire sur Saclay, sur Orsay, et ça va se poursuivre, puisque aujourd'hui est en train de se construire l'université Paris-Saclay, qui est une université qui va regrouper plusieurs grandes écoles de la région, l'école polytechnique, l'école centrale, HEC, l'école normale, etc., pour faire un grand campus au niveau de Saclay. Bien, muchas gracias. Merci beaucoup, profesor Akli-Amadi. Muchas gracias, profesor Akli-Amadi. Gracias, Jorge, por la traducción. Jorge Sumará, vamos a conversar dentro de un momento. Solamente quería recordar, amigos, que el profesor Akli-Amadi va a estar este jueves a las 2 de la tarde hablando sobre la física médica en Francia, su gran experiencia de este país y del mismo. Y a las 6 de la tarde estará en el CETIC, el Centro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también de la UNI, hablándonos de las ciencias en la salud, cómo las ciencias y la tecnología están ayudando en el tema de salud a la humanidad. Los informes pueden verlo fácilmente en www.conferenciascientificas.com. Allí hay una serie de otros eventos. También aprovecho de decirles, amigos, que el próximo sábado en el CEPRESIT, www.cepresit.org o conferenciascientificas.com, se anuncia también el curso que estamos dando en las mañanas sobre tesis y artículos, y en la tarde seguimos con el tema de la física y radiaciones. Amigos, entonces regresamos.